Pour écouter cette session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Hello, bonjour. Barry Saleho. On behalf of ICLEI Africa, the African Centre for Cities, Our Future Cities, Red Cross Crescent Climate Centre, and partners, we're excited to welcome all of you to the Rise Africa 2022 Action Festival. Rise Africa has been growing since 2020 as a platform for thinkers, doers, and enablers, committed to inspiring action for sustainable cities. This year's theme is creativity. For me, this means blending skills to be able to communicate the climate change complexity in rapidly urbanizing cities. I think we have such untapped potential in Africa when it comes to creativity. I love the idea that we need to create space to be creative. I think so often we rush into trying to act immediately, and creativity is a good reminder to sit back and to really tap into the capacities we have. I think agency is finding ways of giving power back to people, to groups, to young people, especially on a continent where it's a very young population. The value, the inputs from the youths, people who are considered inexperienced have valuable contribution, and they're really taking that into consideration. I think what agency means to me is change from the ground up. The importance of urgency is the recognition of the past and the recognition that we've lost time. Urgency is about acting now to build more inclusive, productive, and resilient cities. Is this need to creatively redesign and unlearn and explore new ways of thinking. The festival is hosting 33 sessions with 135 provocateurs from across Africa and the world. Every session aims to show new ideas, showcase ongoing action, and launch new initiatives, bringing participants together to chart a new route forward. We hope that the festival program will inspire you. At the festival, we encourage you to showcase your business and projects, build lasting partnerships, unleash your creative potential, commit to sustainable action. Rise Africa is about translating ideas into action. What actions are you going to commit to this festival? Before the session begins, it is important to note that you're being recorded. And by participating, you are given the consent to be recorded. All recordings will be available on the program page after the festival. Creative expression is vital for creating new futures for our cities. And so we invite you to enter this session in the spirit of creativity and dreaming. Je vis avec un mal dont je ne suis pas le porteur. Je vis avec un mal qui me donne de l'espoir. Atteint de l'albinisme, déficience intellectuelle, handicapé physique, malentendant, malvoyant, je suis dédaigné par la population. Exclusion, désaffiliation, je suis exclu de la société. Ils disent que je suis différent d'eux. Discrimination, marginalisation, je vis en marge de la société. Je suis la risée de la société. Stigmatisation, ségrégation, je proteste contre les travers de la société. Je refuse ce mode de vie. Inclusion, insertion, nous promouvons l'alphabétisation, l'éducation inclusive, l'accès aux infrastructures, l'accès aux services sociaux pour les personnes vivant avec un handicap, la création d'un système distributif pour réduire la pauvreté, la reconnaissance du travail non rémunéré, la réduction du chômage à longue durée, la valorisation de l'égalité pour toute la communauté. Je suis différent d'eux. Le handicap n'est pas une fatalité. Sachez que mon handicap a fait de moi une bombe à épanouissement. Sachez que mon handicap a fait de moi une bombe à épanouissement. Thank you, Caitlin, and good day. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Je suis Vanessa Chita, je suis une professeure à Saint-Diclay. Avant de commencer, je souhaite vraiment être reconnaissante vis-à-vis de l'équipe de Rise Africa, à nos partenaires de projet, à nos chefs de projet. Nous nous sommes assurés que cette session serait à la hauteur. Donc, merci à tous.
à notre public qui nous a rejoints. Je suis sûre que nous allons avoir de nombreux participants. Bienvenue à nos orateurs, bienvenue à cette session Rise Africa pour édifier le mouvement pour le climat africain. Vous vous demandez peut-être ce qu'est le projet SENTA. Il s'agit d'autonomiser les mouvements pour le plaidoyer pour le climat. Il est en train d'être mis en œuvre sous l'égide de ICLEI Africa, mais en partenariat avec différents groupes de plaidoyer de villes africaines qui sont avec nous, qui vont se présenter. Nous avons Klim, nous avons des membres de différentes villes africaines. Cette session est aussi financée par UMF. Ils sont présents, ils ont peut-être envie de dire quelques mots. Il s'agit du Fonds pour l'innovation. Donc, je remercie nos partenaires qui sont présents, ainsi que nos orateurs. Nous allons vous envoyer des liens dans le chat. Je suis sûre que Caitlin, ma collègue, va également les partager vers les sites pour les projets. Vous pourrez en apprendre davantage. Nos partenaires de projet peuvent également partager des liens pour que vous puissiez en savoir plus sur leur travail. Donc, j'espère vraiment que nous allons apprendre beaucoup d'enseignements et recevoir beaucoup d'informations aujourd'hui et probablement des enseignements tirés de votre travail actuel ou de notre travail au sujet de la session du jour. Et merci, nous avons hâte de partager notre contenu incroyable avec vous à la fin de la session. Donc, merci de rester jusqu'à la fin. Donc, je pense que maintenant, il est temps de passer la parole à Solofina Nekesa, notre formidable oratrice pour aujourd'hui. Et elle va commencer la session. Merci. Merci beaucoup, Vanessa. Je suis ravie d'accueillir chacun d'entre vous dans cette conversation. Tout d'abord, pour ceux qui étaient avec nous l'an dernier, bienvenue. Et pour les autres, bienvenue également. Ceux qui étaient aussi à Kisumu, bienvenue. Donc, je vais modérer la discussion entre nos partenaires pour les projets. Nous avons Kisumu, Lagos, Nigeria et Lusaka en Zambie. Avant de commencer, Vanessa nous a parlé des projets en cours. Il s'agit d'autonomiser les groupes de plaidoyer pour le climat. Et lorsque nous avons commencé ce projet, eh bien, il était très ambitieux et je crains que nous n'atteindrons pas ces objectifs. Tout est lié au processus de gouvernance dans les villes et cela demande une reconnaissance et une implication des groupes marginalisés ainsi que des associations de la société civile. C'est nécessaire pour atteindre nos objectifs pour le climat. Nous avons tenu des retours sur les projets auxquels nous avons participé et ce sont vraiment des points clés qui n'ont eu de cesse de revenir, à savoir ces initiatives présentent des opportunités pour renforcer nos capacités. C'est vraiment très lié avec les sujets comme l'eau, l'alimentation et les transports dans nos villes. Donc, cette session est là pour avoir des discussions, des débats et parler des différents projets qui sont en train d'être mis en œuvre dans nos villes. Et sachez que ce qui est important ici, c'est qu'il y ait un espace neutre et ouvert pour que les différentes parties prenantes puissent participer, mais aussi partager leurs idées sans jugement. L'idée également d'avoir un lieu de collaboration inclusif, durable et qui ait un impact. Nous souhaitons avancer ensemble pour une action pour le climat. Nos différents partenaires de projet dans les différentes villes vont nous en parler. Ils vont nous parler de la réception de ces projets, de la réaction, des principaux enseignements tirés et comment nous envisageons d'avancer sur ces points-là dans les différentes villes. Donc, comme cela a été dit, un projet a été mis en œuvre à Kisumu au Kenya concernant l'alimentation, donc comprendre le système d'alimentation et mettre en œuvre des actions qui peuvent contribuer au
au climat. Il y avait aussi un projet autour de l'eau et de l'assainissement. Et nous allons également entendre nos partenaires sur ce projet, nous en dire davantage. Il y a aussi un projet sur une mobilité inclusive et les transports dans les villes. Et nous pouvons répliquer ces projets avec le soutien de plus de 30 organisations. Donc avant de continuer, je souhaite inviter nos 3 partenaires, Eddie, Paul et Olamide, à se présenter et à présenter l'organisation pour laquelle vous travaillez. Donc, Paul, vous avez la parole. Olamide. Good afternoon, everyone. Bonjour à tous. Je vais me présenter en premier. Je suis Eddie Chikuta. Je suis à Lusaka. Et je suis le coordinateur de l'initiative de sécurité pour l'eau. Il s'agit d'une plateforme de collaboration qui unit différents partenaires pour mettre au point un dispositif de sécurité de provisionnement en eau. Je me réjouis d'être là et j'espère que nous aurons une riche discussion. Merci beaucoup, Eddie. Bienvenue au panel. Olamide, vous avez la parole. Olamide, are you in the room? Olamide, est-ce que vous êtes avec nous? Ou si c'est le cas, votre micro est éteint. Olamide, votre micro est éteint. Est-ce que vous pouvez allumer votre micro et vous présenter? Votre nom et l'organisation pour laquelle vous travaillez. Hello, sorry, my internet just went off, so I'm just. Je vous prie de m'excuser. Internet vient de sauter. Donc je parle à ma collègue. Je suis Olamide, je suis responsable d'un projet. Bienvenue, Olamide. Nous avons hâte d'entendre davantage sur votre projet. Vous avez la parole, Paul. Bonjour à tous. Je m'appelle Paul Opuyo. Je suis chercheur. Je travaille à la plateforme locale d'interaction de Kisumu. C'est une plateforme du gouvernement local pour la co-création de projets dans le cadre du développement durable. Je me penche en particulier sur les systèmes alimentaires urbains. Je me réjouis d'être ici et je ne doute pas que nous aurons une discussion très enrichissante. Merci beaucoup, Paul. C'est vraiment exaltant de voir les noms que je reconnais dans la liste de participants. Je vois M. Waga. Bienvenue à tous. J'espère que nous aurons une discussion fructueuse. Je souhaite commencer avec vous, Eddie. Eddie s'est présenté. Il était partenaire de projet à Lusaka. Et concernant les organisations de la société civile, bien sûr, ils fournissent une plateforme aux voix de la société civile. Elles sensibilisent, elles soutiennent la lutte contre le changement climatique, mais elles autonomisent aussi les communautés pour lancer des initiatives afin de répondre à leurs besoins spécifiques. D'expérience, je sais que nous avons participé à une aventure ensemble avec la COVID, mais quel est l'avenir de ces plateformes pour améliorer la vie quotidienne des communautés? Et quel a été le processus d'implication et quels sont les principaux résultats de vos projets? Merci. C'est une question très importante. Vous voyez, par le passé, en Zambie, la participation n'était pas un mot qui était utilisé simplement pour entrer en contact avec les communautés. En fait, c'était plutôt un outil de recueil de données pour obtenir des informations de la part des communautés. Mais avec le temps, différents partenaires, le gouvernement se sont rendus compte que les initiatives n'étaient pas mises en œuvre de façon pratique sur le terrain. Et nous avons vu que de nombreuses initiatives ne reflétaient pas en fait les aspirations et les besoins des communautés.
en insistant sur l'implication des communautés, nous avons changé d'approche et nous n'avons plus l'approche de besoins de base. Parce que là, c'était simplement des subventions, des allocations. Et c'est ça qui a découragé de nombreuses communautés. Parce qu'il s'agissait de savoir quels seraient les besoins des communautés. Et en fait, jusqu'à maintenant, les bailleurs venaient, ils donnaient ces infrastructures et ce soutien aux communautés. Mais en tant que plateforme de la société civile, nous promouvons l'approche basée sur les droits humains qui met en avant l'édification, le renforcement des capacités des communautés. Il s'agit de les autonomiser pour s'assurer que non seulement nous écoutons la voix de ces communautés, mais elles participent activement à leur propre développement. Donc pour nous, les communautés sont au cœur des initiatives. Elles sont le chantre de la prise de décision au sein même de ces communautés. Elles sont là et elles font partie du processus. Nous souhaitons que l'authenticité de leurs expériences soit reflétée. Nous ne sommes pas là en tant que technocrates pour dire « Ah voilà, ce type d'assainissement, ce type de système d'eau n'est pas approprié ». Nous souhaitons entendre les besoins de ces communautés. Même les solutions qui sont proposées reflètent ces besoins. Ainsi, nous voyons qu'ils s'approprient ces projets dès le départ. Et ils sont en contact avec les personnes qui vont intervenir sur le terrain. Et non seulement cela nous a permis d'avoir un plus large éventail de partenaires, mais nous avons également bénéficié de la participation du gouvernement central de par le biais du ministère de l'Assainissement et du Développement. Nous souhaitons nous assurer que nous augmentons la participation des communautés dans la prise de décision. Nous avons mis au point un laboratoire d'apprentissage. Nous avons des forums de discussion pour faire tomber les barrières. Et nous souhaitons également impliquer les gouvernements locaux. Nous autonomisons les communautés, nous leur donnons la possibilité de prendre la parole et nous créons un dialogue entre elles et le gouvernement local, ainsi que nos autres partenaires. Au cours des 2 dernières années, nous avons eu de nombreuses réussites. Non seulement les communautés ont tissé des relations avec différents gouvernements, nous avons également vu des initiatives qui ont été lancées, qui ont été le fruit de ces discussions. Elles ont été très consultatives, les communautés sont impliquées, elles travaillent de concert avec différentes institutions pour la mise en œuvre de projets. Et cela a été possible grâce aux plateformes décentralisées au niveau communautaire, notamment les comités larges décentralisés. Le gouvernement a reconnu dans sa loi pour les gouvernements locaux ces plateformes-là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que lorsque vous êtes un groupe de partenaires qui souhaite aider une communauté, vous devez être sûr qu'il y ait une discussion concernant les aspirations de cette communauté et quel type d'investissement ils souhaitent. Nous avons des personnes qui viennent des écoles, des policiers, des membres du marché, vraiment un large éventail de personnes aux profils différents. Et cela a fonctionné dans notre contexte. L'une des difficultés, c'était que lorsqu'on impliquait la communauté, bien, qui souhaitons-nous impliquer? Donc, ce sont des plateformes qui, dans le contexte zambien, ont permis une large participation communautaire. Merci. Merci beaucoup, Eddie. Je pense que vous avez abordé un point extrêmement intéressant qu'on a tendance à oublier parfois. La question de nourrir une relation versus simplement recueillir des données. Et la différence, c'est que le recueil de données ne vous permet pas de tisser une relation de confiance avec les communautés. Ça ne permet pas de renforcer les capacités d'avoir des interactions continues avec ces communautés. Et une réflexion concernant le lab de Lusaka, l'un de nos participants a déclaré qu'il s'agissait d'un espace d'apprentissage neutre et externe comparé au conseil municipal.
il permet de faire tomber les barrières à la participation. Vous l'avez également abordé. Il faut créer davantage d'espaces de confiance et de communication. Nous y reviendrons. En particulier, lorsque nous allons parler de ce que cela apporte de créer cet espace de confiance. Donc, je pense que je vais m'arrêter là et nous allons écouter Olamide. The Lagos Urban Development Initiative. So welcome Olamide, and I hope you're l'initiative de développement urbain. Bienvenue. A discussion with you. So, you know, when one hears of Lagos and issues around mobility, lorsqu'on pense à Lagos, le mot qui nous vient à l'esprit, c'est vraiment cette ville dynamique, et un mélange de couleurs, de sons. Mais alors, est-ce une ville accessible? Et la société civile souhaite créer davantage d'espaces inclusifs, notamment autour des transports. Et je pense que, comme vous l'avez dit, lorsqu'on a parlé du labo d'apprentissage de Lusaka, quelles sont les leçons clés que vous souhaitez faire passer concernant la coopération entre ces partenaires et les gouvernements locaux? Merci beaucoup. Juste une brève introduction pour que les personnes comprennent qui je suis. Je suis Olamide Ejon, je suis la directrice exécutive de l'initiative de développement de Lagos. Je vous prie de m'excuser. Je suis enrhumée, mais j'espère que vous pouvez tout de même m'entendre correctement. Donc, effectivement, nous sommes une organisation à but non lucratif qui est basée à Lagos, au Nigeria, et nous nous concentrons sur la mobilité ainsi que les espaces publics. Je vais juste brièvement parler du type de collaboration que nous avions avant ce labo. Et ce sont des personnes qui sont très impliquées dans ce projet avec les gouvernements locaux. Il y avait par le passé un manque de collaboration entre les gouvernements locaux et le gouvernement central. Donc les relations entre ces gouvernements étaient plutôt hiérarchiques, verticales. Et grâce à ce labo, nous avons pu commencer à analyser ces différentes responsabilités, voir qui faisait quoi et pourquoi. Pourquoi c'était telle ou telle organisation, tel département, tel gouvernement qui était en charge d'un sujet en particulier. Et en particulier au sein de la mobilité, des infrastructures et les rôles clés à ce niveau local. Je crois que c'est très important pour nous d'impliquer le gouvernement national aussi dans ce laboratoire. Ah, quelqu'un a allumé son micro. Parce que, comme je le disais, il y avait cet aspect très vertical et hiérarchique. Et si on travaille au niveau local, on doit entrer en contact avec la communauté et les personnes qui vont prendre ces services de transport public. Donc, nous avions 3 labos. Nous avons eu 3 sessions de révision. Cela nous a également permis d'obtenir des conseils non seulement des personnes sur le terrain, mais aussi de la part des hauts responsables publics. Donc, concernant les apprentissages que nous avons tirés au cours de ce processus, la confiance était très importante. Il faut construire une relation de confiance et approfondir les liens. Il y avait vraiment un manque de communication et de collaboration entre les différents niveaux de gouvernement ainsi qu'avec les organisations de la société civile. Et d'autres ONG ou organisations de la société civile trouvaient qu'il était très difficile de travailler avec le gouvernement. C'est moins le cas aujourd'hui parce qu'ils ont maintenant les infrastructures et la capacité d'être en contact avec nous régulièrement. Donc, une fois de plus, ça a été une difficulté. Le renforcement des capacités et des gouvernements locaux, tout ceci est vraiment lié à la gestion. Et je crois que le travail que nous avons déployé a renforcé l'application et les communications entre les niveaux de gouvernement, en particulier autour de l'action climatique. Il ne s'agit pas, c'est pas seulement des outils que nous avons utilisés, comme des études de cas,
Quels autres outils on utilisé? Des cartographies de parties prenantes. La création d'un espace de rassemblement sans hiérarchie. Je crois que l'orateur précédent en a parlé également, créer un espace où les personnes peuvent être honnêtes, ouvertes, et où elles peuvent partager non seulement leurs idées et leurs pensées en tant que représentants du gouvernement, mais aussi leurs pensées propres et personnelles. Pour savoir qui utilise les transports publics, qui utilise les espaces publics. Il faut également garder à l'esprit la résilience climatique. Donc, les étapes que je suggère, c'est que ces outils doivent être ancrés au sein des gouvernements locaux. Je pense qu'il serait utile d'avoir un professeur de relations avec les parties prenantes qui peut travailler avec différents départements et au sein de différents projets pour faire une cartographie également. Une personne qui a été absolument clé à travers tout ce processus, c'est Wale, je crois qu'il est là et il va peut-être prendre la parole un petit peu plus tard parce qu'au cours de certaines discussions avec les gouvernements locaux, il était important que nous ayons, qu'ils nomment une personne qui soit le champion de ce type de projet. Je crois que c'est absolument crucial. Il a vraiment été aussi le fer de lance de tout ce processus. Et c'est une chose que nous avons également appris. Nous avons donc besoin de ce fer de lance. Et une dernière chose avant de terminer, parce que je manque de temps. Nous avons été encouragés à créer quelque chose de tangible. Bien sûr, il y a un processus d'apprentissage, mais il fallait proposer quelque chose de tangible. Grâce au processus collaboratif, nous avons élaboré une feuille de route pour la mise en œuvre des LMT avec le gouvernement local. Je pense que c'était un bon point de départ pour la mise en œuvre de la part des gouvernements, mais aussi pour voir comment collaborer, comment continuer la conversation entre les gouvernements étatiques. Et juste une note, notre gouvernement local a déjà commencé la mise en œuvre et il parle avec le gouvernement national pour la mise au point d'une étude pilote ou d'un projet pilote pour la mise en œuvre de l'infrastructure NMT au sein de la communauté. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Cela a eu lieu au cours des 2 dernières années. Ils ont pu s'impliquer et obtenir un résultat, n'est-ce pas? Donc, quelque part, est-ce que c'était le maillon de la chaîne qui manquait et qu'ils attendaient pour que tout ce processus puisse être mené à bien? Et au cours de la discussion à venir, je pense que vous nous avez beaucoup aidé à mettre en exergue des points clés de cette feuille de route pour la mise en œuvre. Il faut que les différents acteurs s'impliquent et soient en contact avec leur gouvernement local. Mais je pense que vous avez mentionné des points très importants. Et je pense que l'une des façons tangibles d'avancer, c'est d'ancrer, mettre au point un département de l'apprentissage, un point focal au sein du gouvernement qui va continuer le renforcement des capacités. Je pense qu'ils seront responsables de l'implication des parties prenantes. Parfois, il n'y a pas suffisamment de capacité pour soutenir cette réplication de projet, cette entrée en contact avec la communauté. Je crois que c'est vraiment un point clé. Et d'ailleurs, il est intéressant de constater qu'au cours du labo d'apprentissage, il y a eu une réflexion très intéressante concernant les outils. J'ai pu apprendre des stratégies de gestion des parties prenantes dans le cadre de la mise en œuvre de transports publics. Et ça, je crois que c'était une session que vous aviez présidée dans le cadre du laboratoire d'apprentissage. Les activités pratiques fournissent également des outils intéressants pour le visionnage, pour la mise en œuvre des actions autour du changement climatique. Donc, je crois que c'est vraiment l'idée d'aider la communauté à visualiser les objectifs et le type d'environnement de travail
dont ils ont besoin pour se lancer dans le processus de collaboration et de mise en œuvre d'actions climatiques. Donc, merci beaucoup pour ce partage et nous reviendrons à vous concernant la feuille de route d'implication. Okay. So Paul, I think this, having worked closely with you in implementing the circular food system in Kisumu as an... Nous avons donc travaillé sur ce système circulaire en tant que point d'entrée pour l'accélération du changement ou d'action climatique. On a regardé la manière dont le gouvernement local a démarré ce processus de collaboration avec les différentes parties prenantes. Mais comment faire du renforcement des capacités, comment créer des points communs d'enseignement et d'apprentissage. Alors, en ce qui concerne le processus Kisumu, c'était très important. Pourquoi? Parce que cela réunit différentes initiatives, différentes parties prenantes afin de créer une plateforme partagée pour soutenir l'apprentissage par des pairs, mais également la croissance et le développement de chaque partie prenante. Est-ce que vous pouvez peut-être parler de ce processus, de votre ressenti? Il s'agit d'une ville qui est très vibrante avec différents processus. Quelles étaient pour vous les principales leçons apprises? Je crois que, comme vous l'avez dit, le processus était lié aux systèmes alimentaires afin d'agir. Alors, pourquoi les systèmes alimentaires? Parce que la distribution alimentaire est au cœur du processus de cette ville. Food has very unique food system challenges. Yeah, because you'll find that there's some little food production La production alimentaire autour de la ville est très importante. Mais pas très importante, avec la plupart des produits alimentaires venant de différentes régions au Kenya. La ville est confrontée par une rareté des pénuries alimentaires et la sécurité alimentaire laisse à désirer. Grâce au travail que nous avons effectué au sein de la plateforme internationale, comme j'ai dit, cela réunit les académies, les universitaires et les gouvernements locaux et les acteurs du secteur privé pour apprendre et pour partager des leçons apprises. Et quand on a cette opportunité à travailler tous ensemble, on a décidé que les systèmes alimentaires seraient un bon point d'entrée pour cette discussion. Nous avons mobilisé les différentes parties prenantes en travaillant verticalement avec eux et avec ceux et celles qui travaillaient également en silo dans les différentes villes avoisinantes. Nous avons réuni les différentes parties prenantes pour qu'elles puissent avoir la même compréhension des différents défis à relever s'agissant du changement climatique et quels étaient les points d'entrée possibles au sein des systèmes alimentaires pour trouver des pistes d'amélioration et des solutions. Quels étaient les différents défis, quelles étaient les questions abordées? Pourquoi? Parce que les représentants des petites organisations communautaires n'avaient peut-être pas la même compréhension du changement climatique. Quand on parle de changement climatique, ils pensaient que le changement climatique n'impactait pas directement leur ville et leur communauté parce qu'ils n'avaient pas une bonne compréhension de ce que c'était. L'interprète s'excuse et n'entend plus l'orateur. Ainsi, il faut comprendre quelles sont les véritables parties prenantes dans ce projet. On a fait une analyse des parties prenantes, on a mis en place une matrice afin de comprendre quels étaient les acteurs et l'influence de chaque acteur au sein de la ville. On a également identifié la contribution de chaque partie prenante
à la résolution des problèmes, les secteurs, les agriculteurs et ce que pouvaient faire les différents acteurs pour atténuer et lutter contre le changement climatique et quelles étaient leurs contributions à la recherche de solutions. Nous avons compris lors de ces laboratoires d'apprentissage que beaucoup d'acteurs au sein de la ville contribuaient. Il y a eu une reconnaissance du fait que ces mêmes acteurs contribuaient aux émissions et aux autres problèmes climatiques. Lors du prochain laboratoire, nous avons fait venir les différentes parties prenantes pour qu'il y ait une meilleure compréhension approfondie de l'écosystème. Les représentants des organisations communautaires, les CBO, les différents gouvernements et les membres universitaires ont pu faire des présentations. Différentes initiatives ont vu le jour et ce grâce aux différentes organisations communautaires à travers la ville. Mais certaines organisations ne savaient pas ce que faisaient les autres. Il s'agissait d'un manque de coordination, un manque de communication et un manque de planification commune. Par conséquent, il y a eu un véritable besoin de mettre sur pied un groupe de travail pour les systèmes alimentaires pour que les différents acteurs puissent apprendre les uns des autres et afin de pouvoir comprendre quels étaient les différents enjeux des organisations communautaires. On s'est rendu compte que même si le gouvernement avait élaboré un projet de loi sur le changement climatique qui a été approuvé par l'Assemblée et qui est devenu une loi, les parties prenantes n'étaient pas au courant de l'élaboration de cette loi, de cette législation. Par conséquent, les membres ont décidé de mettre en place ce groupe de travail qui a été conçu de la même manière d'ICLE, c'est-à-dire différents coopératifs, des représentants des parties prenantes, member organizations who had nominated the drone from local government. We had food security, the city management-based organizations, non-governmental nous avons organizations. également les différentes organisations communautaires et des représentants des institutions, des représentants universitaires à Modinga et l'université de Basinga. Et le secteur privé a également participé à ce groupe de travail. So then all these people, and from the experience of have meaningful engagement, key that we know who are the real stakeholders. Il est important d'identifier quelles sont les parties prenantes impactées par cette question de sécurité alimentaire ou changement climatique afin qu'elles puissent être impliquées dans les discussions qui sont les participants tout au long de la chaîne de valeur alimentaire, les distributeurs, les producteurs et les gouvernements locaux et comment établir un terrain d'entente parce que nous nous sommes rendus compte que les parties prenantes avaient besoin d'un terrain d'entente afin de pouvoir participer pleinement et efficacement. Un forum, une instance multipartite non basée dans la ville ou au sein du gouvernement, à l'université ou au sein d'une ONG. Bien entendu, il a fallu une volonté politique au sein du groupe de travail pour soutenir les différents points à l'ordre du jour, peu importe le parti politique en pouvoir. Voici le processus. Le secrétariat du groupe de travail et le CLIP est basé au sein du CLIP plutôt, et nous sommes ravis de pouvoir accueillir cette initiative. Merci beaucoup, Paul. Vous avez introduit, vous avez présenté un enjeu clé lors de votre intervention, à savoir
le projet de loi sur le changement climatique qui a été amendé, mais les différentes parties prenantes n'étaient pas au courant. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vrai... On aurait pu penser qu'il n'y avait pas d'action, même si ce n'était pas le cas. Mais je crois que le maillon faible était vraiment une plateforme commune pour que tout le monde puisse avoir une compréhension de ce qui se passe, pour que les différentes parties prenantes puissent parler de la mobilisation des ressources autour d'actions climatiques afin d'améliorer les systèmes alimentaires au sein des villes. Pour moi, c'était une période très révélatrice pour l'initiative Kisumbu. Avant de continuer, je souhaite m'arrêter quelques instants afin de comprendre qui est dans la salle avec nous. Lorsque l'on a essayé de conceptualiser notre projet, nous avons pensé aux différents points d'entrée et nous avons souhaité passer ou monter à l'échelle cette action climatique autour de la sécurité alimentaire, la mobilité et l'eau et la sanitation. Mais d'après votre travail, quels sont les principaux points d'entrée? Donc, dans le chat, n'hésitez pas à me dire quels sont les principaux points d'entrée. J'aimerais que vous me donniez votre nom, votre organisation et les 2 points d'entrée que vous avez identifiés. Si vous êtes d'accord s'agissant des 3 principaux enjeux, je vais m'arrêter là et j'attends vos contributions avant de passer aux intervenants suivants. So, please give us your name, the N'hésitez organization. pas à mettre votre nom, votre organisation et les points d'entrée clés que vous avez identifiés et rencontrés dans votre travail pour la montée en échelle de vos actions climatiques. Yes, go for it, Mr. J. On a une demande de prise de parole, Monsieur Jay. Allez-y. Merci beaucoup. Merci de m'avoir cédé la parole. Je suis ravie et privilégiée de participer à cette discussion. Je m'appelle Emmanuel Bamfo Agayi et je suis à la tête du département de la technologie climatique et environnementale au sein de l'Université technique de mon pays. Je viens de terminer une réunion sur la perspective climatique au Ghana. Au Ghana, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sont les suivantes. Il est difficile d'accéder aux données s'agissant de l'adaptation pour les 261 quartiers ou districts que l'on a au Ghana. Il n'y a pas d'informations en ce qui concerne les émissions des données dont on aurait besoin pour mieux comprendre comment atténuer les impacts du changement climatique dus aux émissions. Il s'agit d'un vrai défi auquel nous sommes confrontés au Ghana. À l'heure actuelle, les universitaires et le monde universitaire travaillent main dans la main avec les autorités locales afin d'élaborer et afin de trouver des données à cet égard pour mieux atténuer les impacts du changement climatique. On ne peut pas communiquer, on ne peut pas passer à l'action sans avoir les données s'agissant des émissions. À l'heure actuelle, nous avons beaucoup de pluie, des fortes pluies au Ghana et à Cape Coast où l'infrastructure a été impactée et affectée par ces fortes pluies. Différents immeubles ont été détruits par la pluie, notamment au sein des communautés piscicoles. Nous rencontrons tout de même une difficulté s'agissant de nos partenariats pour effectuer des recherches afin d'avoir des données pour alimenter notre base de données. De manière générale, les
pays en développement ont accès aux subventions pour financer leur base de données, mais ce n'est pas le cas des pays tels le Ghana. Et j'avais souhaité partager cette perspective. Merci beaucoup, Dr. Banfo Adjei. Et j'aimerais également demander à mes collègues de Lucie, de CLIP et de l'OUDI de parler de cet aspect au sein des villes. De plus, j'aimerais parler d'un projet que nous avons élaboré au cours de cette question de données et l'importance des données dans la prise de décision en l'absence des données quantitatives lors des processus de collecte de données, comment utiliser d'autres formes de données, des données qualitatives et des données qui sont à notre disposition, les géographies, les photographies, les témoignages et comment ramasser ces types de données en plus des données quantitatives afin de supplémenter ce processus de collecte de données dans des villes africaines. Mais j'aimerais demander à Paul Eddy, qu'en est-il de votre expérience de cette gestion des données? Est-ce que les données disponibles sont suffisantes et que faites-vous afin d'accéder aux données? Merci beaucoup. C'est une très bonne question. On a discuté des données depuis très longtemps en Zambie. Les données sont assez difficiles à ramasser. C'est une notion que nous n'avons pas pu vraiment compris. Nous avons compris l'importance, mais le stockage, la collecte et le traitement des données laissent à désirer. Même quand les données sont disponibles, différentes institutions stockent les données au sein des bases de données sans les partager parce qu'il s'agit ici d'une question de propriété intellectuelle. Un exemple que je souhaite partager est le suivant. Les municipalités locales, avec les différents services publics, c'est-à-dire l'assainissement et l'eau, ne se communiquent pas. Il y a même du conflit entre les gouvernements locaux et les différents prestataires de services. On a du conflit parce que les gouvernements font construire des installations sur différents terrains qui appartiennent ou qui appartiendraient aux fournisseurs d'eau, de gaz, d'électricité. Mais nous avons besoin d'un système afin de nous assurer que les différentes séries de différents jeux de données venant des différents départements gouvernementaux alimentent ce système qui sera par la suite accessible par les partenaires dans la prise de décision. Nous avons élaboré un plan d'action conjoint entre les autorités locales et les fournisseurs de gaz d'eau et d'électricité pour définir les protocoles en matière de partage des données pour mieux gérer les différents jeux de données qui sont disponibles. Mais encore, nous avons développé un système de gestion de connaissances afin de soutenir les différents partenaires pour qu'ils puissent alimenter cette base de données qui sera disponible et accessible par les partenaires. Nous pensons que si les données existent, il faut peut-être trouver un moyen pour partager ces données. Il reste des données à ramasser afin d'informer une bonne prise de décision efficace. C'est ce qui nous manque au sein de notre gouvernement. Nous sommes davantage réactifs. Nous souhaitons répondre aux différents besoins, analyser, collecter les données, mais nous devons pouvoir agir de manière proactive pour que les différents décideurs aient accès aux données qui pourraient informer leur prise de décision justement dans les différents aspects. Merci beaucoup. Merci. Et il faut peut-être penser également à l'activité des gouvernements locaux qui collectent des données. Comment créer une plateforme de partage de données pour alimenter et informer cette prise de décision
N'hésitez pas à mettre dans le chat les différentes manières dont vos gouvernements font face à la rareté des données. J'ai également parlé tout à l'heure des points d'entrée. Je vois les différentes réponses dans le chat avec un Nexus et n'hésitez pas à préciser ce que cela veut dire. Evan a parlé de l'engagement des entrepreneurs pour monter en puissance des actions climatiques. Je sais que mon panel touche à sa fin, mais je souhaite engager et mobiliser tout le monde. En 2 minutes, on peut peut-être parler des résultats des différents projets. Mais pour Lusaka, on a eu la politique d'améliorer l'engagement de la société civile. Une feuille de route a été élaborée pour cette montée en puissance avec un document de processus qui présente la plateforme multipartite. En 2 minutes, quels sont les éléments clés de ce document et comment vous envisagez l'avenir? Et je vais commencer avec Eddie, si je peux. Très brièvement, donc, à titre personnel, comme j'ai déjà indiqué, le statu quo de l'eau, de la sécurité hydrique est très important pour notre population, notamment à la lumière de la COVID-19 qui a mis l'accent sur l'importance sur les services d'assainissement et de l'eau. Nous avons donc misé sur les interventions stratégiques grâce à nos laboratoires. Nous avons mis l'accent sur 3 aspects différents. Pour commencer, quelles sont les plateformes à renforcer ou exploiter afin de renforcer par la suite cette question liée à la participation des organisations de la société civile. Deuxième pilier, comment explorer les différents mécanismes de financement pour accéder à la sécurité hydrique pour la ville. Et dernièrement, comment explorer les différentes plateformes disponibles s'agissant des plateformes de financement pour financer les différentes initiatives en matière de sécurité de l'eau et ce grâce aux fonds de développement disponibles. Dernièrement, le gouvernement a passé à la vitesse supérieure en renflouant le fonds de 19 000 $ pour les différents projets de développement. Maintenant, on a 1,5 million de dollars par an pour ce fonds. Grâce aux différents laboratoires, nous avons pu explorer la manière dont on peut saisir cette occasion afin d'améliorer le niveau de soutien pour ces différents projets en matière d'eau. Cela a impacté ces différentes questions, mais nous avons également vu différentes recommandations s'agissant de la manière dont on peut engager la communauté locale grâce aux différents comités et commissions de développement. Nous avons également abordé la question de renforcement de capacité qui est important. C'est un prérequis pour et avant d'engager au sein des communautés pour que les membres de ces communautés puissent être des acteurs de changement, mais encore, il faut également viser la transparence s'agissant de cette participation. Quand on parle de la participation, de quoi s'agit-il? Est-ce que l'on parle uniquement des outils de collecte de données ou est-ce qu'on cherche vraiment une participation pleine et active de cette communauté? Et comment faire la promotion afin de nous assurer que les différentes communautés soient engagées. Nous savons que la parité genre a été vulgarisée dans les programmes WASH et nous souhaitons également populariser et vulgariser la participation communautaire. Tout à fait. Et voici les différents résultats que l'on va partager une fois le projet achevé pour les différentes organisations, les parties prenantes et ainsi de suite. Et Olamide, 1 minute ou 90 secondes. Très bien, merci beaucoup. Je vais essayer de rester bref. Est-ce que vous m'entendez? Pardon, oui, maintenant je vous entends. Très bien. La mise en œuvre, les différentes stratégies de mise en œuvre. On a une vision. On a développé une vision pour le gouvernement. On a 3 enjeux et 4 initiatives. Ce sont des initiatives très pratiques
pour mettre en vitrine la feuille de route pour les 10 prochaines années. So we have lost Olamide. Il me semble que l'on a perdu Olamide. On va lui rendre la parole dès qu'elle pourra se... Olamide, vous êtes là? Oui, je suis là, pardon. Autant pour moi. Une vision, 3 objectifs, 4 initiatives. L'idée est d'avoir un document pratique pour comprendre la stratégie de mise en œuvre au cours des 10 à 15 prochaines années. Quels sont les objectifs s'agissant des transports, mais également quelle sera la contribution de chaque partie prenante. Les organisations de la société civile jouent un rôle différent avec différents départements au sein du gouvernement. Le rôle et les responsabilités ne sont pas les mêmes. Le document parle également des stratégies de collaboration. Non seulement comment mettre en œuvre cette collaboration, mais comment maintenir cette approche collaboratrice à travers le programme SEMCA. C'est exactement ce que l'on a fait au cours des 18 derniers mois, qui a permis à ce que cette collaboration puisse continuer. C'est un document pratique et j'espère vous respecter le temps imparti. Merci beaucoup, Olamide. J'espère que vous irez mieux bientôt. Paul, 1 minute. De quoi s'agit-il, ce document? So Paul, we can't hear you at the moment. On ne vous entend pas. I think one of the... On a perdu. Je crois que si l'on parle de l'amélioration de la collaboration africaine, on peut peut-être essayer d'améliorer les connexions Internet en Afrique. Mais Paul est de retour. Paul, votre microphone est coupé. J'active mon micro. M'entendez-vous? Parfaitement, Paul, allez-y. Très bien. Excusez-moi, j'ai perdu ma connexion Internet. Je vous ai entendu, vous m'avez cédé la parole et puis la connexion a coupé. Now, we came up with a process document for this working group. On a élaboré ce document de processus au sein du groupe de travail. Nous avons souhaité faire la promotion de la création de connaissances et la collaboration, le partage des pratiques collaboratrices. Ce projet a été modelé sur d'autres documents existants. Cette plateforme, en tant que plateforme d'apprentissage, aura pour objectif de réunir le monde universitaire pour que ces universitaires puissent influer sur l'élaboration de politiques. On a également cette question liée à un manque d'espace donné et accordé aux universitaires à cause d'une méfiance de la part du gouvernement et des organisations de la société civile. En ce qui concerne le secteur privé maintenant, on peut mettre en œuvre différentes idées qui ont été pilotées suite aux recherches effectuées pour la mise en œuvre des différents projets afin de faire la promotion de la durabilité des initiatives. Pour que ces initiatives qui sont pilotées puissent être traduites en véritables projets au sein du secteur privé. Le secteur privé, grâce à cette plateforme, va pouvoir soutenir les recherches et l'innovation grâce à l'approvisionnement de financement pour les recherches qui sont intéressantes pour ces différents acteurs afin de maintenir le travail du groupe de travail. Parce que même au sein du secteur privé, on a besoin de contributions. Et à cause de la responsabilité sociale et en matière des entreprises, on peut mettre l'accent sur les systèmes circulaires. Si je passe maintenant à la plateforme de co-création et de partage de connaissances, même les plus petites entreprises et organisations vont pouvoir partager leurs expériences, les connaissances dont elles disposent
Et on peut essayer d'atténuer la méfiance liée au partage des données. Les informations qui sont disponibles ne sont pas toujours disponibles au gouvernement, ne sont pas toujours disponibles ou rendues accessibles aux acteurs de la société civile. Mais grâce à cette plateforme, ces informations peuvent être partagées de manière informelle parce que si on est membre de la plateforme, on peut accéder aux informations qui s'y retrouvent et qui sont pertinentes pour les autres parties prenantes. Voici la manière dont ce document a été mis en œuvre grâce ou à travers cette plateforme pour la gestion et la co-création de connaissances et d'apprentissage. Merci beaucoup, Paul, Olamide et Eddie. Même un bon danseur doit quitter la piste de danse. Permettez-moi de clôturer cette partie de la session, mais je crois qu'un point très important a été évoqué. Il faut localiser cette question de justice climatique dans la co-création de connaissances. Et c'est très important d'avoir l'engagement de différentes communautés qui sont impactées tout en autonomisant ces communautés pour qu'elles puissent mettre en œuvre différentes actions climatiques. Et c'est la raison pour laquelle nous devons prendre en compte l'implication de la société civile grâce à la création des connaissances, grâce à la proximité entre ces organisations et les acteurs des communautés, mais également la capacité de créer des espaces neutres pour l'engagement, ce qui est clé pour la création de valeurs d'action climatique au sein des communautés. Merci beaucoup. Et sans plus attendre, je cède la parole à Eddie qui continuera avec cette conversation. Thank you very much. Merci beaucoup, Solofina, pour la modération de cette session. Je crois que nous avons beaucoup appris de différents aspects, de différents contextes. Pour moi, ce qui est vraiment ressorti de cette session, c'est le rôle et les valeurs des communautés, la nécessité de la participation des communautés, des OSC, des organisations de la société civile, pour s'assurer que les actions et les projets sont menés à bien. En ce qui concerne le système alimentaire à Kisumu, nous avons appris à quel point l'engagement des partenaires et des OSC était crucial. Ce type de partenariats sont cruciaux. À Lusaka, il y a aussi beaucoup d'importance accordée à la participation des CSO. Pour la session suivante, nous allons passer un petit peu plus avec chacun d'entre vous, avec une discussion ouverte pour approfondir un petit peu les sujets qui ont déjà été abordés et pour comprendre comment nous pouvons regarder cet aspect de la participation de la communauté de façon pratique et concrète. Parfois, les responsables gouvernementaux nous demandent quelle plateforme utiliser pour ce faire. Donc, nous espérons que certaines de ces questions trouveront une réponse au cours de cette discussion. Quelques petits points logistiques. Est-ce que vous pouvez me confirmer que nous avons des représentants de la ville de Cape Town? Est-ce que nous avons quelqu'un de la ville de Cape Town qui vient de Cape Town? Un participant de la ville de Lagos? Est-ce que nous avons un participant de la ville de Lagos? Je vois des mains se lever. Nous avons des participants de Kisumu, ainsi que je sais que Robin est aussi de l'UMA. Donc, merci pour ces indications. Pour lancer la discussion, n'hésitez pas à indiquer vos réponses aux questions qui seront posées à mesure que je les pose dans le chat, afin que nous puissions également avoir une interaction sur le chat et afin que nous puissions avoir des discussions approfondies sur ces questions. Donc, nous avons abordé
le rôle des communautés. Donc, j'ai une question à poser. Parfois, si je n'ai pas de réponse, je désignerai des personnes pour répondre. Donc, nous parlons de l'engagement des communautés et des OSC. Qui est responsable de faciliter les partenariats entre les OSC et le gouvernement local? Est-ce que quelqu'un souhaite répondre avant que je ne désigne quelqu'un en particulier? Alors, Betty, allez-y. Et alors que Betty répond, n'hésitez pas à participer sur le chat aussi, répondre à la question sur le chat et participer. L'État a la mission et la responsabilité d'impliquer les communautés locales. Donc, c'est à l'État de se montrer le leader dans cette implication. Mais ils doivent reconnaître, je pense qu'à travers tous les pays africains, la participation est devenue un principe et une valeur clé. C'est une question constitutionnelle dans la majorité des pays africains. Aucun développement ne peut être fait sans la participation des citoyens. Il est crucial que pour chacun de ces développements, l'État crée des plateformes. Ce n'est pas nécessairement à l'État d'en être propriétaire parce que ces plateformes deviennent organiques. Nous avons besoin d'inclure les personnes handicapées, les personnes de différents genres, les enfants. Et ces plateformes croissent à mesure que les sujets abordés par les citoyens évoluent. Il est important d'avoir une législation qui prenne en compte un cadre pour l'implication de ces citoyens. L'État doit être en mesure de s'assurer que ces cadres sont bien mis en œuvre afin que tout le monde participe, pas seulement la société civile, mais tout le monde, le secteur privé, les organisations de la société civile, les jeunes, tout le monde. Et tout ne doit pas forcément avoir lieu en même temps. Je crois que l'idée que nous puissions avoir une représentativité et des règles de représentativité, la personne qui doit parler au nom des autres ne doit pas donner l'impression que, voilà, l'implication a eu lieu. Ils doivent s'assurer que les personnes avec lesquelles nous sommes en interaction bénéficient bien de ce projet. Donc, pour moi, lorsqu'ils parlent des responsables et lorsqu'ils disent que c'est l'État, eh bien, c'est l'État non seulement qui est responsable de créer cette plateforme, mais doivent également s'assurer qu'il y ait une réelle participation de la part de tous et que celle-ci doit être représentative. Ce n'est pas simplement un événement, mais un processus qui justifie les moyens utilisés. Merci pour ces précisions sur le rôle de l'État et sur la proactivité, la création d'une plateforme pour la participation. Je suis entièrement d'accord et c'est un sujet qui a été aussi mentionné par Joséphina qui estime que c'est à l'État de lancer ces partenariats. Mais une fois de plus, nous sommes à un point où les communautés n'osent pas toujours participer parce que soit elles ne savent pas quoi dire, soit elles n'ont pas la confiance, soit elles ne se sentent pas entendues. Donc, je vais demander à Abol de nous dire, la plupart du temps, nous disons que les communautés n'osent pas participer. Est-ce que c'est aussi la raison pour laquelle elles ne sont pas en contact actif avec le gouvernement? Merci beaucoup. Selon mon expérience, la participation requiert un accès pratique à ces forums. Lorsque ces forums de discussion se trouvent dans des endroits où le public n'est pas forcément accès, ou donc par exemple dans un lieu lointain, il est très probable que les citoyens ne voyagent pas jusqu'à ce lieu-là pour participer. Si c'est dans un endroit central, pratique,
accessible en transport en commun, bien qu'il sera plus facile pour les citoyens de participer. La façon dont une sensibilisation est menée auprès de la communauté est absolument cruciale également pour que ceux-ci soient au courant de ces événements. Ceux qui sont au courant participent déjà, donc il doit y avoir un moyen de prendre tout en considération pour pouvoir attirer un maximum de participants possibles et de membres de la communauté. Merci beaucoup pour ces informations, Adèle. Nous avons des informations intéressantes venant de vous également. Nous voyons que nous devons nous assurer qu'il y a une implication des différentes communautés également. À l'heure de parler de la participation active, je pense que nous allons insister peut-être sur quelques points liés à la détermination de ces communautés. Vous l'avez dit, s'il n'y a pas de moyens pour ces communautés de participer, elles ne vont pas oser venir. Donc, comment encourager les communautés, soit par le biais d'argent ou par le biais d'activités qui les motiveraient à participer? Alors, John, est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue sur cette question? Comment s'assurer que les OSC participent activement? J'aimerais bien revenir sur ce qu'Abel a dit et sur le rôle des gouvernements, avec des exemples locaux du Kenya. Comment s'assurer de la participation du public? La législation, c'est une chose, mais le plus gros problème, c'est l'interprétation de cette législation. Si les communautés ne sont pas à l'origine de cela, eh bien pourquoi elles participeraient? C'est à la personne elle-même dont on recherche la participation de lancer cette participation. Pour revenir à ce que vous venez de dire, et participer pour des mesures incentives, ce n'est pas une façon d'attirer l'implication. Pourtant, c'est très courant. J'ai remarqué que les membres de la communauté ne sont pas des imbéciles, ils savent. Ils ont un calendrier et des projets qui requièrent leur participation et ils s'inscrivent en tant que participants. Ce qui devient une source de revenus lorsqu'on fait ça. Je pense que là, cela va à l'encontre de notre objectif de participation. Parce qu'ils le font pour un objectif matériel. Donc, nous estimons qu'il faut qu'il y ait un changement dans l'approche de ces questions. Les leaders doivent être conscients qu'ils doivent être en implication avec les membres de la communauté, plutôt que de fournir des remboursements de transport ou autre. Cela va prendre du temps. Donc, nous devons revoir comment nous abordons ces questions de participation et comment nous mobilisons la communauté. Parce que nous avons besoin de décider qui est en mesure d'être un participant. Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui fassent la sélection. Sinon, ça va être toujours la même chose qui va se passer. Et voilà certaines des réflexions que nous devons avoir. En tant que personne qui s'engage dans ce processus, il faut être en contact avec les leaders de communauté, ceux qui vont mobiliser leur communauté. Je suis tout à fait d'accord avec ce que George vient de nous dire. Dans ce processus,
Il faut qu'il y ait une appropriation du projet par la communauté, mais l'aspect des incentives, je crois que nous avons également la responsabilité de montrer à ces communautés pourquoi est-ce qu'elles doivent s'impliquer pour la communauté et sans forcément insister sur la question des incentives. Je vais, je crois, m'éloigner de Lusaka. Je souhaitais simplement comprendre de l'expérience de Lagos, pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir des espaces neutres pour l'implication et quelles sont les façons d'atteindre cela? Ouais, c'est important d'avoir des espaces neutres d'engagement et comment y arriver? Est-ce que nous avons des réflexions de la part d'une personne originaire de Lagos? Je pense que Wale fait partie de cette réunion. Est-ce que vous êtes là? N'hésitez pas à répondre à cette question. Je suis avec vous. Nous souhaitons explorer la neutralité, l'importance de la neutralité de l'implication des OAC. Comment est-ce que nous pouvons atteindre cela? Il s'agit d'une plateforme horizontale qui doit être créée entre les OAC et le gouvernement pour avoir un accord commun, un engagement dans les implications. Comment créer ces espaces neutres? Okay, thank you very much. Merci beaucoup. Thank you for this. Merci pour cette question. Because we're seeing level of interaction among stakeholders in Lagos. Nous n'entendons pas l'orateur. Can you hear me now? We can hear you now. Yes. Okay, good. All right. So it's valuable to have neutral spaces, considering the example of, you know, Il est important d'avoir des espaces neutres. Il faut prendre en considération les exemples d'espaces neutres pour l'implication des parties prenantes. As to what you can say and what you cannot say. Il ne doit pas y avoir de restrictions quant à ce que l'on peut dire, ce que l'on ne peut pas dire. Donc, cela donne une opportunité pour un certain niveau d'interaction avec suffisamment de détails de la part de toutes les parties prenantes. Il y a un niveau de sincérité lorsque ce type d'espace existe. Les parties prenantes sont sincères dans leurs contributions, dans leurs interventions, dans leur processus de pensée. Et bien que nous soyons toujours conscients de leur représentation, parce qu'au final, une chose très importante pour l'implication, c'est que lorsqu'il y a un objectif clair, et lorsqu'il n'y a pas d'objectif caché de la part d'aucun des participants, alors nous aurons des résultats au long terme.
Donc voilà ce que je... Neutral spaces needs to be encouraged. La meilleure façon d'encourager ces espaces neutres pour les conversations, la collaboration. Merci beaucoup, Diwale, pour cette réflexion. Je pense que ce sont des aspects importants. La sincérité des organisations, les communautés, les partenaires OSC sont libres pour pouvoir s'engager de façon sincère et honnête et ils sont motivés à s'engager. Je pense qu'il y a une question très importante qui vient d'être posée. Yoshi souhaite connaître le rôle de la culture, de la religion et de la langue, les influences de ceux-ci et comment est-ce que cela influence la participation des communautés. Ici, on sous-entend que dans certaines nations, dans certaines cultures, les femmes, par exemple, ne sont pas encouragées à participer de façon réelle. Donc, elles souhaitent connaître le rôle de la culture, la religion et de la langue et l'impact, l'influence que celles-ci ont sur la participation. Freda, quel est votre point de vue là-dessus? Quels aspects de la culture et de la religion influencent la participation? Freda, are you there? Freda, vous êtes là? Freda is having technical issues. Freda a des difficultés techniques. Je vais demander à Eric. Eric, est-ce que vous pouvez réfléchir à cette question-là? Nous proposer une réponse. Eric Rabad. Des défis techniques. I will also go to Alfred. Maybe Alfred, notre collègue a des défis techniques. Alfred, Ah, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Concernant l'aspect culturel et religieux, lorsqu'on parle de culture, certains groupes dans certains contextes africains, il y a la question de la perspective des genres. Nous souhaitons entendre la perspective des femmes. Lorsqu'il s'agit de faire entendre son consentement, son approbation, alors elles partagent plus facilement leur point de vue. Il faut délibérément donner la parole à ces femmes. Parfois, on leur propose une table où elles peuvent exprimer leur point de vue. Concernant la religion, parfois, par exemple, on trouve des espaces ou des forums qui considèrent que certains points de vue entrent en conflit avec les intérêts de la communauté. Parfois, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas la voix de toute la population que l'on cible. Donc, ces points-là peuvent être des obstacles. Et il faut les prendre en considération. En fait, la participation publique devient tendance. Et donc, on en parle, mais on ne fait pas forcément ce qui est nécessaire. Peut-être qu'on devrait éviter de faire le buzz autour de ce mot-là
et de simplement décrire ce que nous faisons. Je crois qu'on doit commencer avec des systèmes d'éducation. Nous devons impliquer nos enfants. Et en grandissant, ils sauront qu'ils ont la parole, qu'ils ont voix au chapitre. Le besoin d'ancrer la participation dans le système d'éducation pour s'assurer que nous commençons tôt, pour qu'on n'ait pas simplement une participation rhétorique, mais que et que nous écoutions réellement ces voix. Il y a une question dans le chat: comment s'assurer de la participation démocratique et équitable dans les discussions avec les gouvernements locaux et les communautés? Comment répondre aux dynamiques qui existent déjà entre ces deux partenaires? Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue là-dessus? Lorsque l'on parle de la religion, je crois que ce que l'on essaye de voir, c'est l'action climatique. Comment est-elle perçue par les citoyens? Il y a vraiment des points de vue très différents en fonction des villes. Il y a une église, il y a une mosquée, donc il y a forcément une certaine influence de la part de ces religions, mais nous tirons également parti de celle-ci. Nous incorporons le jargon du changement climatique dans les différents aspects de la communication, dans l'organisation, et nous avons également essayé, le pape a essayé de faire une publication qui en appelle aux croyants pour qu'ils prennent soin de la terre-mère. Est-ce que les gens s'intéressent à la religion? Est-ce que ce sont des pratiques culturelles? Quelles valeurs? Ils estiment qu'il faut utiliser un langage que ces personnes comprennent. Est-ce que ce sont des personnes qui essaient de survivre au changement? Comment peut-on parler avec les personnes qui essayent de gagner leur vie au quotidien? Je pense qu'on n'en fait pas suffisamment pour communiquer avec ces personnes. Merci. Merci beaucoup pour cette réflexion. Ivan a posé une excellente question. Comment trouver la bonne dynamique entre les gouvernements locaux et les communautés? Je vais demander. Alors, voyons voir. Lucie, est-ce que vous êtes là? Alors, Senetemba. Snetemba. Snetemba. Malika, are you with us? Snetemba, we can't hear you. Snetemba, nous ne vous entendons pas. Votre microphone est éteint. Nous vous entendons maintenant, merci. Ivan a posé une question importante concernant la façon dont nous pouvons trouver un équilibre entre les rapports de force entre le gouvernement local et les communautés, parce que vous comprenez bien qu'il y a des relations d'influence, de pouvoir. Donc, comment trouver le bon équilibre afin d'atteindre une participation réelle? Je pense que, comme cela a été mentionné dans cette session, le plus important, c'est d'encourager l'inclusion, et pour ce faire, nous pouvons utiliser un jargon que tout le monde peut comprendre, un langage que tout le monde peut comprendre pour promouvoir la participation des communautés.
Il y a aussi une session concernant la participation des enfants pour s'assurer que même les plus petits aient voix au chapitre, qu'ils sachent qu'ils ont un rôle à jouer dans le développement de la société. Je vous remercie. Merci beaucoup, Olamide. Est-ce que vous souhaitez parler de cette dynamique, cet équilibre de pouvoir entre une participation équitable et démocratique entre les organisations de la société civile, le gouvernement et les communautés? Merci. Alors, si je peux me permettre, en tant que professeur, pardon, il y a beaucoup de bruit autour de moi. Un professeur, à chaque fois qu'on a un atelier, il y a une professeure qui dit la chose suivante. Avant d'être chauffeur de taxi, avant d'être fonctionnaire, avant d'être fonctionnaire, vous êtes un être humain. Et avant de vous occuper de vos enfants, vous devez vous déplacer. Alors, voici le sujet. Vous, en tant qu'être humain, comment vous réagirez? Afin d'enlever ces casquettes formelles, vous, en tant qu'être humain, quel est votre ressenti? Et je crois que c'est un bon point de départ afin de vraiment aborder un sujet, une question, un projet. Vous, en tant qu'utilisateur, vous, en tant que quelqu'un qui va prendre les transports en commun, quel est votre ressenti pour vraiment casser les différentes barrières? Vous êtes différent. Et cela est très utile lorsque l'on essaie de travailler avec des fonctionnaires ou lorsqu'on pense aux dynamiques de pouvoir dans un atelier ou dans une discussion collaborative. Merci beaucoup. Je vois que le temps est compté. J'aurais souhaité prolonger cette discussion, mais malheureusement, je crois que nous n'avons plus de temps. Merci beaucoup de votre participation, de vos interventions, de vos commentaires. Il est clair que le rôle des communautés est très important et on va essayer de mettre en place des participants avec une participation active et afin de nous assurer que les participants comprennent la valeur et la raison pour laquelle ils participent. C'est important et nous devons prendre en compte la culture également lorsque l'on développe et élabore différents mécanismes pour engager les communautés et les organisations de la société civile. Je cède la parole à Vanessa pour qu'elle puisse nous faire part de ses remarques. Je vous remercie de votre participation et de votre engagement, de vos contributions. Vanessa, c'est à vous. Merci beaucoup, Eddie. Et avant de clôturer cette session, j'aimerais partager un résultat du projet Simca. On en a parlé pendant toute la journée. Et ma collègue Kathleen, j'espère, va m'aider pour que je puisse partager cet écran, comme vous voyez à l'écran. C'est une illustration qui résume le document très long sur lequel nous travaillons en tant que partenaire bailleurs de fonds et participants. Ce sont des recommandations pour un engagement de la société civile et étatique amélioré. Cela nous donne des stratégies efficaces et des approches efficaces pour une action climatique inclusive. Et nous avons également différents exemples tels le projet SEMCA. Vous en avez entendu parler au cours de la journée, mais ce document rentre dans davantage de détails. Et nous allons partager ce document avec les participants plus tard dans l'année, j'espère. Mais aujourd'hui, ce que vous voyez à l'écran, c'est une illustration, un résumé des recommandations clés. J'aimerais demander aux participants de prendre quelques minutes afin d'admirer cette belle illustration. Et peut-être dans le chat, vous pouvez partager l'aspect le plus positif, un mot, un terme, une recommandation. Quel est le point à retenir? Pour vous, quel est l'aspect le plus important?
Bien entendu, il y a différentes recommandations qui sont importantes, mais quel est l'enjeu le plus important pour vous? Un peu de contexte. Le projet SEMK, nous avons un domaine critique. On souhaite regarder l'impact ou le changement. Nous souhaitons engendrer ce changement et nous souhaitons capturer ce changement autant que possible. Cette illustration vous donne les recommandations clés pour les webinaires, les différents types d'engagement. C'est quelque chose que nous avons élaboré. Et nous avons souhaité orienter la durabilité de ces partenariats, des différents projets qui pourraient avoir lieu. Et nous souhaitons suivre cette même approche que pour le projet SEMK. Nous allons partager ce document avec vous d'ici peu, j'espère. Et cela sera accompagné par différents matériaux de notre projet. Nous souhaitons également partager le travail de nos partenaires. Nous allons partager le lien pour le projet. Alors, n'hésitez pas à rester attentif pour pouvoir accéder à ce document. Je crois que maintenant, nous avons eu assez de temps afin de parcourir l'illustration. J'espère que vous avez eu assez de temps afin de partager un mot, une phrase, un terme dans le chat. Je vais donc clôturer cette session. J'aimerais remercier tous les différents intervenants, les modérateurs, les participants de vos contributions essentielles et j'aimerais également remercier chaque participant et chaque contribution à cette session. Je me suis bien amusée, j'étais trop contente. Vous ne me voyez pas parce que je n'avais allumé ma caméra. Mais je n'aime pas dire que dernièrement, mais je souhaite également remercier l'équipe technique. L'équipe technique qui nous a accompagnés dès le début, qui a travaillé d'arrache-pied pour que cette session puisse se dérouler parfaitement et fluidement. Sans cette équipe technique, cette organisation, cet événement n'aurait jamais pu avoir lieu. Merci beaucoup à l'équipe technique et peut-être que je peux clôturer maintenant parce que je ne cesse de parler. Merci à tous et à toutes. Je vais clôturer et je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup et à bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Thank you. Bye.